Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le vice-président de la République a reçu ce mardi une délégation des fonds arabes pour le développement au cœur des échanges, investissements en Côte d'Ivoire et priorités de l'État. Mobilité à Abidjan, une nouvelle route avec des échangeurs pour connecter le 4e pont et la Y4 est annoncée, mais sa construction suscite des inquiétudes, vous le verrez. Et en République démocratique du Congo, plusieurs ambassades, dont celle de la France et de la Belgique, ont été attaquées. Les manifestants dénoncent la guerre menée par le M23 et des troupes rwandaises à Goma. Timoko Meïlie-Kone a reçu ce mardi une délégation des fonds arabes pour le développement. Le vice-président a présenté à ses investisseurs les priorités de l'État pour les 3 prochaines années, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. La délégation de haut niveau des fonds arabes pour le développement, reçue par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, est conduite par Dr Sidi Oulta, président de la BADEA, Banque arabe pour le développement de l'Afrique, venu s'enquérir des orientations de la Côte d'Ivoire en termes d'investissement. Nous avons écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-président, sur les priorités de la République de Côte d'Ivoire pendant les prochaines années et surtout dans le cadre du Plan national de développement et dans sa version qui va couvrir la période 2026-2030. Le groupe de coordination est très satisfait de la qualité du partenariat que nous avons avec la République de Côte d'Ivoire. Et le groupe est aussi engagé à accroître le volume de financement pour la République de Côte d'Ivoire. Le président de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique a par ailleurs salué les performances économiques exceptionnelles du pays ces 10 dernières années. La délégation a aussi affiché son engagement d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ses projets de développement. La CEI se dit prête à organiser des élections présidentielles libres et transparentes. Son président, Ibrahim Kuber Koulibaly, l'a affirmé au cours d'une cérémonie d'échange de vœux à la commission électorale indépendante et en présence de Mardoché Kwasi et de Zécré Joseph. Siège de la commission électorale indépendante à Abidjan-Cocody. Personnel administratif et technique, membres et responsables de la commission centrale, étaient réunis ce mardi autour du président Ibrahim Kuber Koulibaly pour cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Tour à tour, les porte-paroles des différents corps constitués de l'institution, entonnant de leurs collègues, présentaient leurs meilleurs vœux au premier responsable de cette structure en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par ce dernier pour dresser le bilan de l'année 2024. Il est globalement positif. Le cycle électoral qui vient de s'achever nous a permis de gagner progressivement en confiance. Confiance en nos propres capacités et la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires. L'année 2024 qui vient de s'achever nous a permis de lancer une grande campagne d'éducation avant l'ouverture de la phase d'enrôlement de l'opération de révision de la liste électorale. Cette année 2025 qui démarre va être marquée en Côte d'Ivoire par l'élection présidentielle, prévue en octobre prochain. Le traitement des données recueillies durant cette première phase de la révision de la liste électorale se poursuit sereinement. Réussir ces opérations finales, c'est déjà préparer la réussite de l'élection présidentielle qui s'annonce le 25 octobre 2025. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour rassurer les populations, les acteurs politiques, que la Commission électorale indépendante conduira le processus électoral avec le plus grand professionnalisme dans le respect de la Constitution, des lois, des dispositions réglementaires et autres modes opératoires. Cheville ouvrière de l'organisation de ce scrutin, le président de la CEI a tenu à rassurer les Ivoiriens. Cette cérémonie a également permis à l'équipe de la Commission électorale indépendante de resserrer les liens avant les batailles futures, notamment celle de l'organisation de la présidentielle. Et justement, en marge de cette présidentielle, Jean-Louis Billon est sur le terrain pour tenter de convaincre les populations à Kofikro, dans le sud Comoé, où il répondait à une invitation. Le député de Dabakala a lancé un message d'espoir, comme en témoigne cet élément de Mardoché Kwasi dans ce reportage.
Lors de cette cérémonie, organisée par les populations de ce village, de la région du Sud Comoé, le député élu dans la circonscription de Dabakala a mis en avant l'injustice dont sont victimes ces populations qui produisent le plus pour la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon a également dit vouloir bâtir un avenir de paix, de prospérité et de justice pour la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, notre chemin ne sera pas sans embûches. Les défis sont nombreux. Mais ensemble, nous avons la force de les surmonter. Je ne le ferai pas seul. Je compte sur vous. Votre engagement. Candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, Jean-Louis Billon est depuis le lundi 20 janvier dernier, dans le Sud Comoé, à l'initiative des travailleurs de ces entreprises agro-industrielles et des associations de jeunes de la région. Il a parcouru plusieurs localités pour échanger avec les populations et s'enquérir de leur situation. La mobilité à Abidjan, la construction d'une nouvelle route avec des échangeurs pour relier le 4e pont à la Y4 est annoncée, mais cette initiative soulève déjà des inquiétudes, comme nous le montrent Nadja Edja, Fulgence Kissiedou et Zécré Joseph dans ce reportage. Sortie est d'Abidjan. Sur cet axe qui relie la capitale économique au Sud Comoé à partir de la commune d'Abobo, il est prévu dans le cadre de la 2e phase du projet de transport urbain d'Abidjan la construction d'une route de 18 km. Cette voie prendra son origine au carrefour Zo à Abobo-Dokui pour se terminer à Brofodoumé sur la route d'Alépé. Des ouvrages d'art, dont un échangeur-diffuseur au niveau du village d'Ibi, permettant l'accès à la voie Y4, y sont prévus. Cette voie qui est actuellement en 2 fois 1 voie sera aménagée en 2 fois 2 voies avec des ouvrages d'art aux différents carrefours pour permettre aux usagers de la route de franchir ces carrefours sans avoir à gérer les congestions, donc les embouteillages et autres. Autre infrastructure routière à réaliser dans cette seconde phase du PTUA, la voie V28, longue de 4,5 km, avec 4 ouvrages d'art, dont un échangeur-diffuseur au carrefour Zone. Elle traverse les quartiers de Yaosei, Barboué 2 et connecte le 4e pont au 3e. Sur la fin du 4e pont, le chef d'unité route fait des précisions relatives à l'échangeur devant assurer la jonction. Actuellement, c'est le point d'embranchement de la V28. À 300 mètres de là, il y aura un échangeur diffuseur. C'est sur cet échangeur-là qu'il va avoir l'intersection de 3 voies. Donc, la descente du 4e pont, la venue de la V28 et également la voie qui part du marché Bagnon pour se raccorder au 4e pont. Justement, le prolongement du 4e pont jusqu'au marché Bagnon, situé sur la route de Dabou, fait également partie des infrastructures de cette seconde phase de l'exécution du PTUA. C'est à cet endroit, derrière le marché Bagnon, qu'on croise la route de Dabou. Ça sera une voie en 2 fois 3 voies, mais avec des aménagements spécifiques aux différents carrefours où il y aura des échangeurs. Il va y avoir des bretelles, des contre-allées pour permettre aux riverains aussi d'avoir accès à l'infrastructure. En ce point, il va y avoir la construction d'un échangeur. La construction de ces voies de liaison vise à connecter entre elles les routes structurantes réalisées lors de la phase 1 du projet et assurer une meilleure fluidité routière. Si elles sont d'intérêt public, ces travaux suscitent des inquiétudes au sein de la population. Nous sommes beaucoup inquiets, on ne sait pas comment ça va se passer, il faut continuer de payer les loyers. En fait, c'est un peu difficile. On n'arrive pas à trouver la formule. Ce qui veut dire qu'entre nous et les propriétaires, souvent il y a des échafaudages parce qu'on n'a plus envie de payer les maisons. Parce que nous disons qu'ils vont demain, après-demain. On a vu ailleurs, un matin, les machines derrière les maisons et puis il faut partir. Donc c'est un peu ça notre inquiétude. Et jusque-là, on ne dort pas bien. On vit vraiment mal à l'aise. On souffre parce qu'on ne sait pas quand ils vont venir nous surprendre. Depuis le marquage des maisons en octobre dernier, ce propriétaire vit dans l'angoisse et ne sait plus à quel sein se vouer. Depuis qu'ils ont marqué les maisons, les locataires font des difficultés de payer. Certains s'en vont et personne ne veut intégrer. Puisque la rumeur court dans le quartier, comme quoi les maisons seront démolies du moment à l'autre. Vraiment, c'est très difficile. On n'a pas d'information. Quand ça sera fait, à quel moment ça sera fait, comment ça sera fait, on n'a aucune information. Face à ces interrogations, le coordonnateur du projet tient à apporter des précisions. Suivant la chronologie de mise en œuvre,
Le projet ne démarrera pas avant le deuxième semestre de 2026. Mieux, les populations seront bel et bien informées avant le début des travaux. À ce stade, nous sommes à la réalisation de l'étude d'avant-projet sommaire qui nous a permis de parcourir les itinéraires, de pouvoir vraiment avoir des variantes de tracés qui nous permettent d'analyser les impacts environnementaux, en même temps les solutions technico-économiques, de sorte à pouvoir choisir l'option la plus viable. Ce n'est pas vraiment du jour au lendemain. Il y a des périodes de sensibilisation, il y a des périodes d'information qu'on va donner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait tout ce qui concernait les consultations publiques qui ont été faites dans toutes les communes pour pouvoir vraiment expliquer le projet, donner la bonne information. Concernant les indemnisations, on appelle à la vigilance face aux personnes véreuses se faisant passer pour les agents du PTUA ou de l'AGEROUTE. Nous sommes en phase étude et cette phase étude va certainement s'achever dans le premier trimestre de l'année 2026. Donc c'est après effectivement cette date-là que nous passerons aux indemnisations. Il est évidemment donc clair que toutes ces personnes qui viendront pour demander effectivement être rémunérées sur des prétendus services, je pense qu'il faudra effectivement nous faire un retour afin qu'on puisse poursuivre ces personnes-là qui sont totalement dans du faux. À ce jour, le PTUA affirme n'avoir procédé à aucune démolition dans le cadre de cette deuxième phase. Ces projets encore en cours d'étude ont pour objectif final de renforcer la circulation sur ces deux infrastructures routières d'envergure que sont la Y4 et le 4e pont. Direction Gagnoa, où le barrage d'Edbo entre les villages d'Afridoukou et de Niayo-Dego est en train de devenir un lieu de découverte macabre. Hier encore, un énième corps y a été repêché sans vie, le 5e depuis 2025. Le récit de Sadif Yadekoué. Gagnoa, région du Gor. Ce lac, situé entre les villages d'Afridoukou et de Niao-Degoué, semble devenu un lieu de découverte macabre. En début de semaine, les populations se sont massées au bord du lac, attendant que le corps du jeune Ouattara Anza, disparu la veille, remonte sur la surface de l'eau. Il s'agit du 5e corps repêché ici en l'espace d'un mois. Dans ce mois de janvier, nous avons eu à faire face à 5 cas de noyade dans ce même endroit qu'on a traité en conseil avec la police nationale. Comme mesure de précaution, nous avons demandé aux riverains de faire un périmètre de sécurité pour empêcher les gens d'aller se baigner dans le lac. Et aussi, nous avons demandé à la chefferie de nous donner de plus amples informations concernant ces cas de noyade qui sont devenus plus récurrents. Un enchaînement d'événements qui crée un climat de peur et d'incertitude parmi les riverains. De jour en jour, nos enfants meurent, nos maris meurent, nos amis meurent. Bon, c'est pas joli à voir, c'est pas logique. En tant qu'habitant du quartier, c'est pas joli à voir. Et toujours, on nous parle des morts. On vient, on trouve au moins des corps le lendemain matin. Et c'est gênant, c'est pas possible. Moi, je suis venu dans ce quartier, c'est en 2016. Chaque mois, il peut y avoir 3-4 morts, 3-4 morts, 3-4 morts. Même le commissaire du 2e, son fils est resté dans l'eau. Son fils est un élève de terminale. Il est venu juste à côté de l'eau. Il avait son roman. Sa chaussure a glissé pour tomber dans cette eau-là. Il veut prendre la chaussure, il est parti dans cette eau. La famille du défunt, Ouattara Anza, jeune commerçant de 32 ans, est sous le choc. Jusqu'à ce qu'on retrouve le corps d'Enza hier lundi dans le barrage, je ne croyais pas qu'Enza était dans l'eau. Mais c'est quand on a extirpé son corps que j'ai vraiment cru. C'est en ce moment que j'ai commencé à pleurer. C'était un irresponsable. Il s'occupait de beaucoup de choses. Donc la famille est mal découragée par rapport à cette nouvelle. Dans le village d'Afridoukou, le chef de terre attire l'attention sur le caractère sacré du lac, invitant dans la foulée à la prudence. Ce lac-là, il ne faut pas jouer avec parce qu'il est sacré. Même un étranger, même s'il est bêté, il n'est pas d'Afridoukou, mais quand il vient ici, il doit savoir se tenir, il doit savoir marcher. Il ne doit pas aller aux abords de cette eau-là. La municipalité de Gagnoa a réagi rapidement en annonçant une surveillance renforcée autour du lac et des patrouilles de sécurité pour assurer la population. En tant que maire de la commune de Gagnoa et tout le conseil municipal, je pense qu'on va convoquer les chefs de quartier afin de passer le message de sensibilisation. On va mettre une brigade là-bas pour surveiller. Je crois que ça ne va pas suffire. Mais de temps en temps, de pas faire la patrouille, on va voir avec le commandant de GMI s'ils peuvent nous épauler dans ce sens-là, afin de vraiment interpeller tous ceux qui voudront vraiment s'hasarder à aller vraiment dans cette eau-là pour aller se baigner. Ouattara Anza a été inhumé au cimetière municipal de Gagnoa le même jour.
À l'étranger, situation délétère en RDC. Plusieurs ambassades, dont celle de la France et de la Belgique, ont été attaquées. Les manifestants dénoncent la guerre menée par le M23 et des troupes rwandaises à Goma, la deuxième ville du pays. Le récit de Nadja Edjar. L'entrée de l'ambassade de France à Kinshasa en République démocratique du Congo, carbonisée suite à un incendie provoqué par des manifestants congolais en protestation contre l'attaque du groupe rebelle M23. Même spectacle du côté de l'ambassade de Belgique. Les bâtiments ont été incendiés par les manifestants mécontents. Ils disent dénoncer la passivité des Occidentaux dans les événements en cours à Goma, dans l'est du Congo. En effet, lundi, la ville est tombée aux mains du M23, un groupe opposé au gouvernement congolais, après les combats avec l'armée, qui ont fait 17 morts et 370 blessés. Dans la région, c'est la désolation. Des corps jonchant les rues, des magasins pillés, des personnes fuyant les combats. Un grand rassemblement a par ailleurs lieu à Bukavu, une ville de l'est de la RDC, pour la paix dans ces zones, en proie au conflit. De son côté, l'ONU a alerté sur la menace humanitaire que constitue cette crise pour les civils. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne journée à demain.